Pas le temps d'aller au resto et pas de cantine au bureau. Alors Cédric, Camille et Soy vont aujourd'hui encore déjeuner sur le pouce. Et pour ça, ces trois Parisiens ont leur adresse favorite. Vous savez déjà ce que vous allez prendre ou pas? Ouais. Un supermarché avec des rayons entiers pour se faire un repas, version express. Ouais, il y a une petite salade que j'aime trop, la croquante. Des plats pour toutes les fins. Sinon, t'as la petite salade comme ça, toute mini. C'est pratique. Des plats à réchauffer au micro-ondes ou des sandwichs. Ça a l'air bon. Bon demain, je pense celui-là. Et même des desserts. Je vais prendre des fruits à croquer. Ici, ils ont l'embarras du choix. Ils sont bons aussi. Vous connaissez tout le rayon par cœur en fait là? Quasiment, ouais. Quasiment. C'est quoi vos favoris? Vous avez tout testé? C'est celle-là. Il y a des petits copeaux de parmesan avec du jambon cru et des petits pignons de pain. Et, elle est super bonne. Moi, ça reste la salade au saumon que je la prends quasiment tous les jours depuis un petit moment. J'attends d'en avoir marre pour tester une autre. Ce que les trois amis viennent chercher ici, des produits tout préparés ultra frais à longueur d'année. Avec l'objectif aussi de ne pas trop faire mal au porte-monnaie. Celle-là, c'est Pellegrino. J'avais pour 7,65 €. Donc c'est le prix d'un fast-food et je mange un petit peu mieux qu'un fast-food, donc c'est tout bénef. Des plats qui restent abordables pour des gens très pressés. C'est ce qui fait le succès de ces produits prêts à manger. Car aujourd'hui, il faut que ça aille vite. Terminer le temps où l'on passait des heures à table. 30 minutes maximum pour déjeuner, dehors ou à son bureau. Des consommateurs qui vivent à 100 à l'heure. Et qui trouvent dans les supermarchés une multitude de plats préparés, prêts à être avalés. Crudités, sandwichs, boîtes à pâtes ou plats cuisinés à faire réchauffer. Des produits à tous les prix. Des carottes râpées à 1 € jusqu'à 7,50 € pour un plat au parfum indien. Des produits vendus dans de nouveaux magasins au cœur des villes, Carrefour City, Monop, U-Express, et dont les ventes explosent, plus 25% chaque année rien que pour les salades composées. Qui surfe sur cette tendance des plats prêts à manger? Comment sont fabriqués ces produits qui se disent ultra frais? Tiennent-ils toutes leurs promesses? Enquête au fond de nos barquettes. La fabrication de produits frais tout préparés, c'est souvent l'affaire de petites entreprises très spécialisées. Des PME qui ont l'obsession du détail, car c'est au gramme près qu'elles gagnent de l'argent. La société Halte Nature dans la région parisienne. À sa tête, Gilles Casamilla. Cela fait 25 ans qu'il travaille dans le secteur. Son credo, c'est le bio. Alors la chambre froide des produits finis, une belle petite salade tomate mozzarella. À son catalogue, une multitude de références distribuées dans les supermarchés. On fabrique des quiches forestières, donc une purée de pêche. Mais aussi des fromages blancs, des compotes ou des petits pots de carottes râpées. Pour produire tous ces articles, Gilles a embauché une dizaine de personnes. Et il a confié les postes stratégiques à ses enfants. À son fils Frédéric, les finances. À sa fille Delphine, la production. Et ce matin justement, elle a du travail. Une grosse commande de salade César. Les assiettes César, Oui. on va en faire pas mal là aujourd'hui parce qu'on a reçu la commande pour la promotion. Donc on va en faire 400. 400 salades César à faire dans la journée. Avec uniquement des produits frais qu'il faut d'abord rassembler. Je t'ai mis la tomate, Kaina. Après les oignons, tu passes à la tomate. Delphine, qu'est-ce qu'il faut pour faire une salade César? Alors il nous faut des tomates, des oignons, on a des sauces César, des croutons. Les sauces César, c'est où? Les sauces César, elles sont déjà en production. Voilà, donc hier on a fabriqué nos sauces César. C'est une sauce à base de moutarde, fromage blanc. Là on a les croutons avec le parmesan. Et là il ne nous reste plus que la salade qui devrait arriver incessamment sous peu, mais qu'on attend pour pouvoir commencer l'assemblage. Trancher les tomates, éplucher les oignons, découper le poulet. Quand la salade arrive, Delphine peut lancer la fabrication. À la chaîne et entièrement à la main.
À deux, il leur faut 3 heures pour produire les 400 salades César. Avec, au bout de cette course effrénée, un bénéfice très mince. Sur cette commande, l'entreprise familiale n'empoche que 176 €. Pour gagner de l'argent, elle est donc obligée d'en produire en grande quantité, mais aussi veiller à ce que ça ne coûte pas trop cher à fabriquer. Voilà pourquoi ils calculent tout au centime près. Ce jour-là, Delphine et Frédéric travaillent sur une nouvelle salade thaïlandaise. Avant de la lancer, ils doivent savoir précisément combien coûte chaque ingrédient, gramme après gramme. L'instrument indispensable, c'est la balance. Donc, hop, on met une petite base de salade. Voilà, 60 grammes de salade. Les spaghettis. Chaque ingrédient est minutieusement pesé pour valider la recette. L'assiette doit faire 240 grammes tout compris, alors rien n'est laissé au hasard. Là, on est à 70 Donc là, c'est au spaghetti près, là. au gramme près. Le chou, On en met tout autour. les carottes, la sauce et surtout l'ingrédient star de l'assiette, Ensuite, Les crevettes. 4 petites crevettes, un peu perdues dans l'assiette. Une fois le travail terminé, c'est la coutume, Gilles, le père, passe pour l'inspection générale. Commentaire, Gilles. Moi, je la trouve, c'est sympa. Effectivement, là, déjà, on n'est pas trop mal. Là, 4 crevettes, c'est quand même pas beaucoup dans une... Si on peut en rajouter une, on en met une de plus. Mais le problème, c'est quand même, la crevette, ça a un coût. Et malheureusement, ça va se confirmer. Avec la calculatrice implacable de Frédéric. C'est l'heure des comptes pour l'assiette Alors là, thaïlandaise, au centime près. Pour la salade, 27 centimes, les spaghettis donc 42 centimes, 30 grammes de crevettes, et les crevettes, c'est encore plus cher. multiplié par 17 € le kilo, et 51 centimes, 51 centimes pour seulement 30 grammes de crevettes. 1,57 € de matière première. À elles seules, ces crevettes à 51 centimes représentent un tiers du coût total des matières premières, 1,57 €. Une fois tout additionné, la main-d'œuvre, l'emballage, la logistique, Gilles va vendre son assiette 3,34 €. Sa marge, une quarantaine de centimes. Bah, écoute, on peut pas faire grand-chose pour diminuer le coût. Hein. Donc, il va falloir en faire beaucoup. Hein. Gilles, c'est possible de rajouter une crevette quand même ou pas? Ah bah, si je rajoute une crevette, on va travailler pour rien. Au supermarché, cette salade, comme la plupart de celles que fabrique Gilles, sera vendue 6,50 €. Cela en fait quand même l'une des plus chères du marché. Car dans d'autres magasins, on trouve aussi des salades prêtes à manger, mais moitié moins chères. 3,45 € par exemple pour cette assiette César. Comment font ces fabricants pour tirer les prix vers le bas? Nous les avons contactés. Est-ce que vous seriez d'accord pour participer à ce reportage pour nous expliquer ça? Et à chaque fois, la réponse fut Non, je crois pas. alors ces salades, nous les avons achetées. Et nous sommes retournés voir Gilles Casamilla pour une petite analyse comparative. À gauche, sa salade César qu'il vend 6,50 €. À droite, d'autres salades César, pour certaines, 40% moins chères. Partout. Voici la recette des concurrents de Gilles pour réduire les coûts. Filer dans le choix à l'huile de D'abord, tournesol, préparer quelques économies sur la main-d'œuvre. eau, poivre. Pour faire baisser le coût, déjà on inclut 2 tomates cerises et nous c'est une tomate tranchée. Tranché, entière. Donc, Ça demande du travail. Ensuite, choisissez bien les ingrédients en fonction de leur prix. Le plus bas de préférence. Là, vous avez comme salade de l'iceberg, c'est-à-dire la salade la moins chère sur le marché. Au niveau du coût, on peut diviser éventuellement par 3 le coût de la salade déjà. Enfin, n'hésitez pas à supprimer carrément des ingrédients. Ou plutôt remplacez-les par un autre quasiment gratuit. Dans la sauce, c'est le premier ingrédient, c'est de l'eau. De l'eau, c'est l'ingrédient principal de la sauce qui devient du coup très économique à fabriquer. Plus audacieux encore, cette eau. Mettez-en aussi dans ce qui coûte le plus cher, le poulet.
Hein, c'est ce qu'on appelle du poulet reconstitué. Du poulet reconstitué de manière industrielle. Voilà pourquoi il y a de l'eau à l'intérieur. Et ça coûte beaucoup moins cher que le filet de poulet traditionnel. 17 € le kilo ici. Là, si vous le payez 4 € le kilo, c'est tout. Et encore. Mais sur du poulet reconstitué, 4 € du filet de poulet comme ça, c'est déjà beaucoup. Avec toutes ces astuces, les concurrents de Gilles réduisent considérablement leurs coûts sur la matière première. La sienne. Comme celle-ci, un coût en matière première de 1,53 €. Et la leur. Et une assiette comme celle-ci, un coût en matière première de 50 centimes environ. Donc on a divisé par 3. On a divisé par 3. Voilà ce qui explique en grande partie la différence de prix de vente entre des salades identiques. En mesurant ainsi leurs recettes au gramme près, les industriels ont donc réussi à composer des plats préparés les moins chers possibles. Mais pour en vendre en grande quantité dans les rayons, ils ont dû s'attaquer à un problème de taille. Faire en sorte que ces produits prêts à manger restent frais le plus longtemps possible. Un supermarché à Vincennes, en région parisienne. Kamel, le patron, commence sa journée par une chasse un peu spéciale, la chasse aux produits frais invendus. Victime du jour, des yaourts et des sandwichs qui ont dépassé leur date limite de consommation. Pas de quartier, il tombe directement dans son panier. Ceux-là, il faut les jeter aussi? Oui. Donc là, ça fait combien? Ça fait 6? Ça fait 600 coups. Et pareil pour ceux-là. Ah oui, donc... Ça nous fait un total de 10. 10 sandwichs. En clair, une cinquantaine d'euros de chiffre d'affaires mis à la poubelle ce matin-là. Sur un mois, cela peut atteindre 500 €. Tout cela à cause de la durée de vie de ces produits. Car qui dit produits frais, dit peu de temps de conservation. Et ça, on peut le consommer pendant combien de jours, ce produit-là? Ça va jusqu'au 20. C'est-à-dire 9 jours. Quoi. Ouais. Et il y a encore plus court. Ça, c'est les sandwichs ultra frais. Ultra frais, pourquoi? Parce qu'il n'y a que 5 jours de date limite de consommation. Ah oui, donc on peut le consommer que pendant 5 jours. Voilà. 5 jours, ça ne suffit absolument pas pour être sûr d'écouler le stock. Alors certains magasins ont demandé aux industriels de défier la nature, d'allonger la durée de vie des produits frais, pour augmenter leurs chances d'être vendus. Comment cela est-il possible? Un fabricant a bien voulu nous expliquer. À une cinquantaine de kilomètres de Paris, dans l'Oise, il fait encore nuit noire. Mais l'usine Brin d'Hélice fonctionne déjà. Dès 5h30, Yann Berson, le directeur, est au travail. C'est que chaque jour, il a une vingtaine de tonnes de salade en barquette à produire. Forestière, pêcheur, à la grecque, 80 recettes à destination des supermarchés. Ici, les produits sont fabriqués selon des méthodes industrielles, dont le best-seller, les carottes râpées. Normalement, ce produit ne reste frais que 4 ou 5 jours, mais Yann, lui, est un peu magicien. Il a réussi à multiplier la durée de vie de ses carottes par 4. Pour cela, il a d'abord acheté des machines ultra techniques pour emballer ses barquettes. Ça se passe au bout de la chaîne. Alors Yann, elle sert à quoi cette machine? Elle sert à operculer les barquettes que vous voyez là. Donc on a enlevé l'air, on a réinjecté un gaz neutre et après on vient operculer. Juste avant de refermer la barquette, la machine avec ses pistons enlève l'oxygène qui fait pourrir les carottes. Elle injecte à la place un autre gaz, mélange d'azote et de CO2, qui va ralentir la dégradation des carottes. Un tour de passe-passe qui va permettre à Yann d'en vendre encore plus. Combien de jours vous gagnez avec cette technique? On gagne à peu près une dizaine de jours. Donc vous, en fait, vous ne faites que modifier l'air, vous rajoutez rien dans les carottes pour augmenter la durée de vie? Non. C'est une sauce vinaigrette qui est légèrement citronnée et ensuite on ajoute ce mélange gazeux. Ce que Yann oublie de dire, c'est qu'il y a bien d'autres ingrédients que des carottes râpées dans ces barquettes. Des ingrédients présents dans la sauce vinaigrette. Ils sont indiqués sur l'étiquette. Des substances comme le gluconodeltalactone ou la gomme de xanthane.
Ça permet d'acidifier légèrement la sauce et de l'épaissir en même temps, un tout petit peu. Et ça permet d'augmenter la durée de vie? Ça permet d'augmenter la durée de vie. Ouais. Ces substances, au nom un peu barbare, vont conserver intactes les carottes et leur sauce pendant près de 3 semaines. On est loin des 4 jours de conservation naturelle. Mais surtout, elles vont préserver leur air appétissant comme au premier jour. Car il ne suffit pas que ces produits restent consommables longtemps. Il faut aussi qu'ils gardent la meilleure apparence possible. Dans le nord de la France, près d'Arras, un laboratoire spécialisé dans l'alimentaire. Un laboratoire où l'on se livre à d'étranges expériences sur la nourriture. On triture des gâteaux au chocolat. Des cakes se font flasher pour mesurer leur couleur. On guillotine des saucisses pour déterminer leur croquant. On fait même exploser des barquettes. Ici, des ingénieurs agroalimentaires comme Jérôme Bonny aident en toute confidentialité les industriels à mettre au point leurs recettes pour qu'elles plaisent aux futurs clients. À la demande d'un fabricant, Jérôme met justement au point une nouveauté, un gratin de courgettes 100% naturel. Cela fait déjà 10 jours qu'ils ont été cuisinés, 10 jours qu'ils sont restés dans leur barquette. Donc ça, c'est un produit en cours d'élaboration. Effectivement, c'est en cours d'élaboration, en cours de validation. Ces gratins sont réchauffés aujourd'hui car ils vont passer leur grand oral. L'épreuve ultime, le test consommateur. Alors, faites attention, c'est un petit peu chaud. Voilà, premier produit, 512. Jérôme a fait venir un jury de 10 personnes. Isolés dans leur box, leur mission, déguster le produit, le disséquer, l'analyser sous toutes les coutures et donner une note sur l'odeur, le goût, l'aspect visuel et la texture. Et justement, c'est là qu'il y a un petit problème. La seule chose qui est un peu regrettable, c'est la texture de la sauce qui est beaucoup trop liquide. C'est quoi les points qui est encore amélioré? Surtout la texture. Alors la texture, c'est quoi exactement? C'est-à-dire au niveau de la sauce. D'accord. Voilà. Ça vous plaît moins? Voilà, tout à fait. Tout à fait. Il faudrait qu'elle soit un peu plus consistante. Un sentiment partagé par tous les jurés. Car après 10 jours passés dans leur barquette, les courgettes ont rendu de l'eau qui s'est répandue dans la sauce. Ce n'est pas bon du tout car la conséquence peut être dramatique. Pour moi, c'est pas acheteur, c'est pas ce que je recherche. D'accord. Du coup, vous l'achetez une fois, mais peut-être pas 2. Voilà, je renouvellerai pas. Alors Jérôme Bonny et Christine Chenet, la responsable du laboratoire, ont fait un deuxième gratin dans lequel ils ont rajouté un ingrédient, cette poudre blanche intégrée à la recette et qui va tout changer. Quand ils présentent leur nouveau gratin aux consommateurs, après seulement quelques coups de fourchette, les avis changent. Alors la sauce est plus onctueuse, moins liquide que la précédente. Donc là, ça s'est amélioré là-dessus. Voilà, la sauce s'est améliorée. Mieux que le premier, moins liquide, un peu plus consistant. Et ça se confirme au moment du débriefing. Alors, texture de la sauce. Mieux. Elle est plus onctueuse. Par rapport à la première. Mieux. Plus onctueuse. La poudre blanche que Christine et Jérôme ont rajoutée, c'est un amidon modifié. C'est donc cette poudre qui vous a permis de rendre compacte la sauce en fait? Oui, voilà, de pomper, si on peut dire, le jus des courgettes. Un ingrédient qui ressemble à de la fécule de pomme de terre, mais modifié chimiquement. On appelle ça un additif alimentaire. Et des comme lui, il y en a plus de 350, rangés dans cette bibliothèque et répertoriés sur ordinateur. Chacun a un code. La lettre E pour Europe, suivi d'un chiffre. E401 pour alginate de sodium. E322 pour lécithine de soja. Avec ces additifs, les industriels peuvent tout faire. Par exemple, avec celui-ci, améliorer les desserts. Ça vous donne les textures, par exemple, typiquement de desserts laitiers, les flambis, les danettes ou autres produits de ce type-là. Donc des textures soit assez onctueuses de crème dessert, soit des textures de flan gélifié.
Émulsifier, conserver, mais aussi modifier le goût des aliments avec des produits naturels ou de synthèse, comme le E621. C'est un additif. Ça sert à rehausser la saveur des plats. Qui serait un peu fade sans ça C'est cela, oui. Avec des liquides, on peut aussi changer la couleur de la nourriture. Celui-ci est un colorant, vous voyez, sous forme de poudre, un colorant artificiel, un colorant de synthèse. Tous ces additifs utilisés dans les plats préparés sont jugés sans risque par les autorités sanitaires. Et pourtant, certains de ces ingrédients posent malgré tout quelques problèmes. L'un d'entre eux a même été interdit récemment. En 2007, les scientifiques de l'EFSA, l'autorité européenne de sécurité des aliments, prohibent l'utilisation de l'additif E128, aussi appelé rouge de G, un colorant présent dans certaines saucisses et dans la viande de hamburger. 30 ans après la mise sur le marché de cette substance, les scientifiques ont fait de nouvelles études et 30 ans plus tard, elles ont révélé que le colorant E128 était cancérigène. Aujourd'hui, d'autres additifs sont toujours sur la sellette et pour certains industriels, leur utilisation pose un problème complexe à résoudre. Près de Douai, dans le nord de la France, le siège de la société Délices et Saveurs de l'Orient. Ici, on fabrique des spécialités du Maghreb. C'est Belker Bediaf qui a créé cette entreprise il y a 10 ans, inspirée par la cuisine de sa mère. D'ailleurs, il a mis son portrait sur les emballages de ses produits. Donc Anna Milouda, Anna veut dire grand-mère et Milouda son prénom. Donc c'était à un moment donné lui rendre hommage et par rapport à ce qu'elle m'a transmis, donc son amour pour la cuisine et aussi son aide parce que tout a démarré dans la cuisine de ma maman. L'ambition de Belker aujourd'hui, reproduire la cuisine maternelle et l'offrir au plus grand nombre. Donc là on a le couscous kefta, donc boulettes de viande. Donc c'est notre propre recette de boulettes en fait, qui a été faite en fonction de nos épices. Donc là on a le couscous royal, donc on retrouve un pilon de poulet, une boulette et une merguez, donc séparées de la semoule. Ça concerne les pastilles au poulet, donc les aumônières. Ils sont faits par deux, donc c'est une pâte à fileau avec une farce que l'on met. Et, voilà, donc tout est fait de manière, encore une fois, traditionnelle et artisanale. Traditionnelle et artisanale. Seulement, comme beaucoup de fabricants, Belker Bediaf et ses équipes ont bien été obligés de composer entre artisanat et ambition industrielle. Ainsi, pour rendre plus savoureux leur couscous, on trouve la présence d'un additif de synthèse, E621, le glutamate de sodium, qui, souvenez-vous, relève le goût d'aliments un peu fades. E621, alors est-ce que ça veut dire que ça n'a pas de goût si on met pas ça? Non, c'est présent dans des matières premières telles que la merguez par exemple. Alors la merguez, pour lui donner du goût, il faut rajouter du... La merguez ou la boulette de viande. C'est en effet dans ces morceaux de viande qu'est présent le E621. Or, cet additif est controversé. Selon certaines études scientifiques, il pourrait renforcer la sensation de faim et favoriserait l'obésité. Mais aujourd'hui, cet additif reste parfaitement autorisé. Et pour Belker et ses associés, il est difficile de l'éviter. Car ils n'achètent plus depuis longtemps leurs boulettes de viande chez leur boucher traditionnel, mais à un industriel qui en produit de très grandes quantités. On va essayer de faire en sorte que ça soit possible. Nous, c'est une des requêtes. Sur les plats cuisinés, on n'est plus des plats comme des plats qu'on fait à la maison. Donc pour que ça soit industriel et cuisiné, effectivement, nos fournisseurs intègrent ça naturellement. Aujourd'hui, on n'a pas trouvé un fournisseur pour chaque matière première qui n'utilise pas ces substances-là. On l'aurait trouvé, on se serait tourné vers eux. Bref, l'entreprise peut difficilement se passer de cet additif. En revanche, elle a décidé aujourd'hui d'en supprimer 2 autres, dont l'utilisation très courante commence à poser problème. Ce sont des colorants qui rentrent dans la composition de ces pastillas au poulet. Ils servent à donner à la farce cette couleur jaune. Ce sont les additifs E102 et E110. Une étude scientifique britannique récente montre qu'à certaines doses, ce type de colorant, mélangé à d'autres additifs, pourrait favoriser l'hyperactivité chez les enfants.
Des colorants qu'on retrouve aussi dans des bonbons ou dans des pâtisseries. L'étude a été prise au sérieux par le Parlement européen, qui a décidé de réagir. Dès le mois de juillet, la majorité des fabricants qui utilisent ces additifs devront ajouter sur leurs emballages cette mention. Peut avoir des effets indésirables sur l'activité et l'attention chez les enfants. Une précision qui ne mettrait pas en valeur le produit. Du coup, Belcaire, Bediaf et son équipe ont décidé de changer leur recette. Il contient un produit, le produit que vous avez cité. On est en train de travailler pour qu'il n'y ait plus effectivement ces colorants-là. Je crois qu'à un moment donné, c'est important aussi de pouvoir rassurer le consommateur et nous rassurer nous-mêmes en disant « Ok, on vend ce produit, on est sûr qu'effectivement il n'y a pas de colorant, il n'y a pas de conservateur, parce qu'on maîtrise tout. Là-dessus, sur la fabrication... » C'est un de vos objectifs aujourd'hui. Tout à fait. Rassurer le consommateur en utilisant le moins d'additifs possible et le satisfaire en lui proposant des produits prêts à manger qu'il attend. Deux objectifs qui restent souvent difficiles à concilier. Comme dirait maman. Ok.